Dans le sud-est du pays, une hausse de prix de carburant à la pompe est constatée en ce début de semaine. Nous serons en ligne dans ce journal avec le porte-parole de la société civile de Kalemi, Modeste Kabazi, pour faire le point sur cette situation qui impacte directement le social dans la province du Tanganyika. En pleine épidémie d'Ebola dans le pays, les prisonniers à Boma vivent dans une situation sanitaire très préoccupante. L'on signale des sources pénitentiaires sûres que 17 détenus sont atteints actuellement de tuberculose et que 2 y ont déjà laissé leur vie en une semaine seulement. Pas d'élection pendant la guerre en Ukraine, c'est la position de Volodymyr Zelensky en réponse à l'opposition. Le pays étant sous loi martiale en ce moment, le président en exercice estime que le scrutin pourrait sonner le glas de la nation ukrainienne. Mesdames et messieurs, bonjour. Kinshasa et Bangui renforcent la coopération militaire par la signature du double mémorandum d'entente en matière de formation et renseignement militaire. L'hôtel de la défense de la République démocratique du Congo a servi de cadre pour la concrétisation de cet acte hautement stratégique. La République centrafricaine ne servira pas de base arrière d'une quelconque attaque contre la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a affirmé Ramon Claude Biro, ministre de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée du pays de Faustin-Archange Touadéra lors d'une cérémonie de la signature du double mémorandum d'entente pour le renforcement de la coopération militaire bilatérale entre les deux pays frères. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Maître-Di Kabombo Madianvita assène que cette nouvelle étape franchie vient consolider les efforts de coopération et des partenariats en matière de défense entre Kinshasa et Bangui dans les orientations du Congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue centrafricain Faustin-Archange Touadéra. Maître-Di Kabombo Madianvita a martelé que ces deux mémorandums ne resteront pas lettres mortes, mais plutôt des outils de travail. En procédant à la signature des mémorandums d'entente relatifs à la formation militaire et au renseignement, nos deux ministères franchissent une étape très importante. Nous passons de l'expression d'une volonté commune à la mise en place d'instruments pratiques destinés à produire des résultats. Ces instruments doivent nous permettre de mieux former, mieux anticiper, mieux coordonner et mieux agir ensemble face aux menaces communes. Ils traduisent surtout la volonté de nos deux chefs d'État de voir la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine devenir un levier concret de paix, de sécurité et de stabilité. Pour les suivis, pour des résultats escomptés avant d'inviter son homologue à une coopération sincère, structurée, régulière et orientée vers les résultats jugés utiles pour les deux pays. La ville de Kalemi, dans la province du Tanganyika, s'est réveillée avec une flambée de prix du carburant à la pompe. Modeste Kabazi, porte-parole de la société civile, signale que toutes les stations-service de la ville sont fermées en attente des pourparlers en cours entre la société civile et les fournisseurs. Nous sommes en direct avec lui pour ce 13h. Bonjour monsieur le porte-parole, dites-nous quelles sont les réelles causes sur terrain de cette hausse de prix. Il s'agit tout simplement d'une incompréhension entre les opérateurs économiques du secteur pétrolier. Mais comme vous le savez, le Tanganyika, donc la province du Tanganyika, est sujette à des situations qui font que de temps en temps, on subit les secousses de la guerre, alors les opérateurs économiques en ont décidé pour pouvoir pallier à certains impératifs d'ordre social, de pouvoir s'accorder avec le gouvernement provincial pour une taxe qui sera ponctionnée sur les produits pétroliers. Donc une taxe qu'on appelle la taxe conventionnelle. Mais il se fait malheureusement que depuis un certain temps, on ne voit pas cette taxe subvenir aux besoins sociaux tels qu'il a été prévu au départ. Et c'est ainsi que les opérateurs économiques ont pu savoir plus sur ce que fait cette taxe. Mais il se fait malheureusement qu'il n'y a pas de résultats palpables. C'est ainsi que les opérateurs économiques, nous n'allons pas procéder à accepter de percevoir cette taxe. On ne voit rien.
Bon. Voilà un peu ce qui s'est passé, ce qui fait que la direction de recettes, donc la DIRNOP, a vu ça de mauvais oeil et a procédé à la fermeture de toutes les stations de pompage du carburant. Voilà brièvement la situation telle qu'elle est. Oui. Mais monsieur le porte-parole, où en sommes-nous avec les promesses du gouvernement provincial, notamment sur les aménagements? À cet instant, ici, on est en discussion avec le gouverneur qui fait l'intérim du gouverneur qui est absent, alors qu'il est, avec les opérateurs économiques ainsi que la société civile pour trouver des issues à cette situation qui est vraiment très désastreuse pour la circulation dans la province. Bien sûr, nous faisons en sorte que la population ne se soulève pas et nous demandons à la population de ne pas se soulever. La situation va être gérée d'ici là, mais nous déplorons, et ça il faut le dire, que la DIRNOP peut procéder de manière cavalière de fermer les stations, alors que la question qui leur avait été posée, c'est une question tout à fait normale pour savoir où va l'argent perçu par cette taxe conventionnelle. Voilà, mais je crois à l'issue de la journée d'aujourd'hui, nous aurons trouvé une solution et que toutes les stations de pompage vont réouvrir. Monsieur le porte-parole, nous reviendrons lors de nos prochaines éditions sur ce sujet. Mais entre-temps, la situation sanitaire devient de plus en plus préoccupante. À la prison centrale de Boma, nous sommes là au Congo central. On nous signale que 17 détenus déjà ont succombé ont été atteints de la tuberculose, tandis que 2 décès ont été enregistrés au cours de la dernière semaine. Selon une organisation engagée dans le domaine de la santé, la surpopulation constitue l'un des principaux facteurs aggravants. Construite pour accueillir environ 160 détenus, la prison en compte aujourd'hui 509, soit de 3 fois plus sa capacité. Cette forte concentration favorise la propagation des maladies au sein de l'établissement. À cela s'ajoutent les mauvaises conditions d'hygiène et d'assainissement, ainsi que le manque d'une alimentation adaptée pour les détenus. Ces difficultés rendent la prise en charge des personnes malades particulièrement complexe et augmentent les risques de contamination. Après avoir parcouru un marathon d'inspection de près de 2900 km, traversant l'ouest, le centre et le sud-est du pays jusqu'à Sakania par route, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banzalunda, qui séjourne au Congo central, a mis le cap sur le corridor Banana-Kinshasa par la voie routière. Il s'agit de la deuxième phase de sa caravane infrastructurelle visant à désenclaver cet axe stratégique pour l'économie du pays. À sa descente d'avion, John Banzalunda a été accueilli par les autorités provinciales ainsi que par les responsables des régies sous tutelle. L'objectif de cette deuxième phase de la caravane infrastructurelle est clair: poursuivre les travaux visant à désenclaver le corridor stratégique reliant Banana à Kinshasa. À Mwanda, John Banzalunda a inspecté plusieurs chantiers, notamment ceux de la route côtière, sous l'encadrement technique de l'agence congolaise des grands travaux. Un mur de protection de 1400 mètres a déjà été érigé par l'entreprise concessionnaire, ainsi qu'un enrochement capable de contenir la puissance des eaux. L'objectif affiché est de contribuer à la connexion du corridor Banana-Sakania, long de 3300 km. L'objectif, c'est de se rendre compte des travaux que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de faire, à savoir intensifier les travaux de modernisation du corridor de Banana-Sakania. Donc nous avons déjà fait la première partie de la caravane sur 2900 km. Maintenant, nous sommes en train de terminer cette caravane par la partie qui a manqué, donc de Banana à Kinshasa. Donc lorsqu'on va relier Banana à Kinshasa, on aura relié tout le corridor de Banana-Sakania. Son itinérance prévoit notamment l'inspection des chantiers à Boma, Lukala, Matadi, Banzangungu, Tchela et Kimpese, ainsi que le suivi des travaux sur la RN16 reliant le Congo central au Kwango et au Kwilu, sur le site du futur port en eau profonde de Banana, dont la première phase est annoncée pour mars 2027. La CGT souligne la nécessité d'achever les infrastructures routières avant sa mise en service.
Cette première phase prévoit une capacité annuelle de 350 000 conteneurs, un quai de 600 mètres, un tirant d'eau de 18 mètres et un parc à conteneurs de 26 hectares. Les travaux de la route Mwanda-Yema affichent actuellement un taux d'exécution de plus de 60%. Des difficultés liées notamment au déplacement de certains réseaux, dont les installations pétrolières et la fibre optique, ralentissent toutefois leur progression. Le ministre des ITP prévoit ainsi une réunion d'arbitrage à Kinshasa avec les différents acteurs concernés afin de lever les obstacles administratifs et logistiques. Selon la CGT, les contraintes foncières et administratives devront être résolues d'ici fin septembre afin de permettre la poursuite normale des travaux. Dans le cadre de la mise en œuvre effective du système national de certification aux normes, le ministre de l'Industrie, celui du Commerce extérieur, l'Office congolais de contrôle et la Fédération des entreprises du Congo ont organisé le vendredi dernier à Matadi une matinée d'information et de sensibilisation à l'intention des opérateurs économiques du Congo central. Marqué par la participation du directeur général de l'Office congolais de contrôle, le professeur ordinaire Pierre Loho Laosomba, cette rencontre a constitué une étape importante dans l'opérationnalisation du dispositif national de certification et de la marque de conformité. Elle s'inscrit dans la dynamique de promotion de la qualité, de renforcement de la traçabilité des produits, de protection des consommateurs et d'amélioration de la compétitivité des entreprises congolaises. Le président provincial de la Fédération des entreprises du Congo, FEC au Congo central, Jean Mavouzi Luyindu a salué la mise en œuvre de ce dispositif national et réaffirme l'adhésion du secteur privé au processus. Dans son intervention, le directeur général de l'Office congolais de contrôle a souligné que la certification et l'apposition de la marque nationale de conformité constitue une étape essentielle pour garantir et rendre visible la conformité des produits fabriqués localement comme de ceux importés. La certification transforme les résultats de l'inspection et des essais en un instrument de confiance permettant ainsi de renforcer la confiance des consommateurs, protéger la santé et la sécurité publique, lutter contre les produits non conformes et les produits de contrebande, favoriser une concurrence loyale profitable aux consommateurs, améliorer la qualité de la production locale, renforcer la compétitivité des entreprises. Pour sa part, le secrétaire général à l'industrie, Saturnin Wangwamba, l'estampillage constitue l'expression visible de la certification et doit intervenir à l'issue d'un processus rigoureux de vérification de la conformité. Elle en appelle à une harmonisation des interventions entre le gouvernement central, les autorités provinciales et les secteurs privés afin d'éviter le double emploi et de garantir l'efficacité du système national. Et au nom du gouverneur du Congo central, son représentant a salué cette réforme comme un levier important de modernisation et de développement économique de la province. Dans la province de l'Ituri, le projet Star RDC vient d'achever sa première vague d'infrastructures dans le territoire de Mahagi. Sous la coordination de Brigitte Kapinga, 19 infrastructures ont été construites dans 12 écoles, 7 centres de santé et un marché rural. Des ouvrages qui viennent redonner espoir à des communautés longtemps meurtries par les conflits armés. Sous la coordination générale de Brigitte Kapinga, le projet Star RDC vient d'achever la première vague des infrastructures des bases pour les communautés du territoire de Mahagi en province de l'Ituri. 19 IDB, dont 12 écoles, 7 centres de santé et un marché rural vient de voir le jour et prêt à être remis aux communautés bénéficiaires. Comme d'autres, les territoires de Mahagi a connu des affres de guerre et conflits intercommunautaires, lesquels ont transformé en centres les structures éducatives et sanitaires, tout en dépouillant les communautés de toute substance socio-économique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans de belles maisons construites par le projet Star RDC. Nous remercions grandement le gouvernement de la RDC. Nous remercions la Banque mondiale pour son bienfait envers l'EP Gungru.
Nous en sommes reconnaissants. C'est pourquoi nous demandons au Dieu Tout-Puissant qu'il les aide à tous ceux qui font de leur projet. En plus de ces infrastructures des bases, le projet Star RDC réhabilite également une route des dessertes agricoles qui relie les localités de Soukpapa, Ramogi, Ndawe en débouchant sur la route nationale numéro 27 en vue de faciliter la mobilité des populations ainsi que l'évacuation des produits agricoles des champs vers les centres commerciaux. Nous tenons à remercier les initiateurs du projet, surtout aussi pour le problème de route. Maintenant, ça a permis à ce qu'il y ait au moins des enclavements de certains milieux. Et ça a permis à ce qu'il y ait des trafics. Et ça aussi, ça a une implication sur le plan économique, puisque plus il y a des trafics, plus aussi ça permet à ce que les gens peuvent prendre leurs haricots, leurs pommes de terre, ils peuvent aller vendre de l'autre côté, ils reviennent avec le poisson et tout le reste, il y a des échanges économiques et ça permet de diminuer un peu la violence. Ces réalisations contribuent à la stabilité et au relèvement du territoire de Mahagi qui connaît une croissance démographique. Le parti politique Nojek a procédé samedi à l'installation des cadres de l'interfédération de Kinshasa-Moamba. C'était lors de la matinée politique organisée au siège du parti, en présence de plusieurs militants venus de tous les districts de Kinshasa. Au menu, il était question d'installer les communaux et présenter plusieurs cadres de la Nojek, ville de Kinshasa, aux militants du parti, cher à Constant Mutamba, toujours en détention. L'occasion faisant le larron, le gouverneur de la Nojek, ville de Kinshasa, en a profité pour brosser certaines questions d'actualité politique de l'heure touchant la Nojek sur l'acharnement politico-judiciaire que subit l'autorité morale de l'opposition républicaine, Constant Mutamba, par ses adversaires politiques. basuki wana te bakanisi ndenge nini bakopanza parti na ye boye te lelo tokoyisa bango Nojek ezali moko ekokabwana biso tokomultiplie okasi na biso puke mutu na biso tozamuka basa na nini abima dialogue sa tozamuka mekale zero mutamba na biso Pour clôturer en beauté l'événement, une marche instantanée a eu lieu depuis les sièges national de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo jusqu'à l'église Cité Bethel dans la commune d'Elimété. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rejeté dimanche l'idée d'organiser des élections pendant la guerre contre la Russie, estimant qu'un scrutin représenterait un risque énorme et pourrait fracturer le pays. Sous loi martiale, les élections restent interdites en Ukraine. En Ukraine, les débats sur la tenue des élections reviennent au premier plan alors que la guerre contre la Russie se poursuit. Le président Volodymyr Zelensky a rejeté dimanche l'appel de son ancien ministre à la Défense, Mikhailo Fedorov, favorable à la reprise du processus électoral pour notamment lutter contre la corruption. Pour Zelensky, organiser un scrutin dans les conditions actuelles représenterait un risque énorme pour le pays. Il estime que des élections pourraient provoquer de profondes divisions et fracturer l'Ukraine, alors que les forces ukrainiennes sont toujours engagées dans le conflit avec la Russie. Cette position intervient après une déclaration de Mikhailo Fedorov, limogé de son poste de ministre à la Défense à mi-juillet. Dans une vidéo aux allures de campagne, l'ancien ministre a dénoncé la corruption et a appelé à restaurer un processus démocratique grâce à des élections. Le mandat présidentiel de Volodymyr Zelensky a expiré en mai 2024. Toutefois, la loi martiale instaurée depuis le début de l'invasion russe à grande échelle en février 2022 interdit actuellement la tenue d'élections en Ukraine. Un scrutin serait également difficile à organiser, notamment pour permettre aux militaires mobilisés sur le front, aux millions de réfugiés à l'étranger et aux habitants des territoires occupés par la Russie de voter. Pour Zelensky, la priorité reste donc de préserver l'unité du pays et de faire face à la guerre avant d'envisager de nouvelles élections.
On va ouvrir à présent notre page sportive avec ce coup dur pour la République démocratique du Congo. Le championnat d'Afrique de volleyball, initialement prévu à Kinshasa du 7 au 21 septembre, est délocalisé à Tunis en raison d'Ebola. En Europe, les 4 grands championnats ont lancé leur saison. Le point complet sur l'actualité sportive ce lundi encore avec Christian Bokaya qui me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Christian. Bonjour Christopher, bonjour à toutes et à tous. On va commencer avec cette triste nouvelle. À Kinshasa, il n'y aura plus de championnat d'Afrique de volleyball comme prévu il y a quelques semaines encore, nous l'évoquions. C'est à Tunis que cette compétition va se jouer faute à l'épidémie d'Ebola. Affirmatif, la Confédération africaine de volleyball évoque l'épidémie d'Ebola comme raison principale de la délocalisation de ce championnat d'Afrique des Nations qui a un enjeu, en tout cas, majeur, oui, puisqu'il est qualificatif à la Coupe du Monde Pologne 2027, mais également aux Jeux Olympiques 2028. À Brazzaville, depuis quelques jours, les Léopards poursuivent leur préparation pour bien s'élancer dans ce championnat d'Afrique des Nations. Le point avec Eric Ngapet, sélectionneur des Léopards de la RDC, qui est revenu aussi sur la délocalisation de ce championnat d'Afrique, puisque la RDC ou les Léopards s'est préparé bien évidemment pour jouer devant leur public. Je voudrais qu'on l'écoute ici au micro des Zizou et là-bas. On a programmé cette première semaine étant comme une semaine de reprise. Après donc pratiquement 13 à 14 jours d'interruption des séances de volleyball. Donc on est repassé par des fondamentaux techniques, beaucoup de manipulation de balles de manière à ce que les joueurs retrouvent un certain nombre de sensations. Et en même temps, on ne peut pas trop perdre de temps. On a continué également à mettre en place nos stratégies offensives puis défensives. J'ai été très surpris d'apprendre que finalement c'était officiel. Donc pris un peu de cours, parce que quelque part, je pense que la KVB a menti au président, parce qu'elle a dit que c'était pas encore délocalisé et que c'est à l'issue du passage de la commission médicale qu'on allait savoir si la compétition allait être reportée ou pas. Bon, c'est un gros coup de massue que moi aussi personnellement j'ai pris, parce que c'était une opportunité pour la RDC de faire un très bon résultat chez lui, parce qu'il faut savoir que lorsque un pays organise une CAN, il est tête de série numéro 1, donc en fait il évite de rencontrer très tôt dans la compétition les autres premières nations du ranking africain. Autre sujet, en Ligue Pro Bakin, la Ligue provinciale de basket de Kinshasa, les portes de la saison 2026-2027 fermées. Effectivement, Christopher, avec le sacre de la Caisse nationale de sécurité sociale qui a battu en finale le Atari sur le score des 70-36. Chez les messieurs, la SCTP a réalisé le doublé en domptant, Chausport. C'était bien sûr en finale, 69-55. Les Matelots ont renversé Chausport dans cette finale grâce à leur défense solide et une attaque bien inspirée. Voilà ce qu'on devait parler de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Interclub de la CAF Mazembe bat Red Arrows. Red Arrows, le club zambien. C'était bien sûr sur le score de 2-0. Oui, c'est le score qui a sanctionné ce match amical entre le club zambien et les tout-puissants Mazembe Anglebert. Les Corbeaux ont bien maîtrisé la partie grâce au but des Dieu bénis Ndongala et Lise Nyembo. Les Badiangwena poursuivent leur préparation en Zambie, tout comme les Aigles du Congo en Angola, Maniema Union et Virunga. Ensuite, les principaux titres, mesdames et messieurs. Dans le sud-est du pays, une hausse de prix de carburant à la pompe est constatée en ce début de semaine. Nous étions en ligne dans ce journal avec le porte-parole de la société civile de Kalemi, Modeste Kabazi, pour faire le point sur cette situation qui impacte directement le social dans la province du Tanganyika. En pleine épidémie d'Ebola dans le pays, les prisonniers à Boma vivent dans une situation sanitaire très préoccupante. On a signalé des sources pénitentiaires que 17 détenus sont actuellement atteints de tuberculose et que 2 y ont déjà laissé leur vie en une semaine seulement. Pas d'élection pendant la guerre en Ukraine, c'est la position de Volodymyr Zelensky en réponse à l'opposition. Le pays étant sous loi martiale en ce moment, le président en exercice estime que le scrutin pourrait sonner le glas de la nation ukrainienne. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est tout de suite avec Héritier Tabois.
Héritier, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Une semaine après votre anniversaire. Je n'étais pas là malheureusement lundi, donc je vous réitère le vœu heureux anniversaire. Merci beaucoup, merci infiniment. Un seul sujet aussi pour votre revue de presse, à savoir Ebola en République démocratique du Congo. Le pape Léon XIV appelle à une mobilisation internationale pour une riposte davantage portée par les communautés locales. Eh bien, Christopher Otiokoum, c'est ce que nous dit le site d'information actualité.cd qui précise que le pape Léon XIV s'est exprimé hier dimanche lors de la prière d'Angélus au Vatican, faisant part de sa préoccupation face à la propagation du virus et au nombre élevé des victimes enregistrées en République démocratique du Congo. Le rédacteur de cet article de presse fait savoir que dans ses prières pour la Centrafrique, l'Italie et la République démocratique du Congo, les souverains pontifes a également appelé à une réponse qui ne se limite pas aux interventions internationales, mais qui associe pleinement les communautés locales. Pour lui, renchérit actualité.cd, l'implication des populations locales constitue un élément essentiel dans la prévention et la maîtrise de l'épidémie au pays. Selon ce même média, Christopher Otiokoum, l'Organisation mondiale de la santé considère désormais cette flambée comme la plus importante épidémie d'Ebola jamais enregistrée en République démocratique du Congo. D'un média à l'autre, Christopher Otiokoum, les sites d'information Média Congo titre de son côté, vous le voyez, RDC face à la progression d'Ebola. Le pape Léon XIV appelle la communauté internationale à se mobiliser pour sauver des vies. Dans un message publié sur son compte X, renseigne Média Congo, le souverain pontife Léon XIV a fait part de son inquiétude devant l'impact de cette nouvelle flambée épidémique qui intervient alors que le pays fait face à sa 17e épidémie d'Ebola. Cet appel intervient dans un contexte sanitaire préoccupant. L'épidémie continue de mobiliser les autorités sanitaires congolaises ainsi que leurs partenaires internationaux alors que la propagation du virus dans plusieurs provinces fait craindre une aggravation de la situation. Pour les acteurs de la riposte, Christopher Otiokoum ajoute Média Congo. La prévention, la vaccination, la surveillance épidémiologique et l'implication des populations locales demeurent essentielles pour contenir la propagation du virus et limiter les pertes en vie humaines. Pour Média Congo, l'intervention du pape Léon XIV vient ainsi renforcer les appels à une mobilisation collective autour de la République démocratique du Congo. Un autre titre, et pour finir, Christopher Otiokoum, on va voir Ebola en RDC. La Croix-Rouge s'inquiète d'une multiplication des attaques contre ses volontaires. Écrit pour sa part Radio France Internationale, RFI qui nous apprend que l'organisation réaffirme que 9 de ses volontaires ont été blessés, certaines de ses ambulances endommagées et du matériel d'intervention lui appartenant saccagé. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce lundi, Christopher Otiokoum. Merci beaucoup, Héritier Tambois, pour ce tour d'horizon. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La famille du général Kabeya, Jean-Michel, conseiller à la haute cour militaire et pasteur de l'église Vie Abondante, 30e CPECO SCC, informe aux frères et sœurs, amis et connaissances du décès de son fils, frère, oncle, gendre et collègue de service Ilunga Tuite Kabeya et Benézer, ingénieur des réseaux au secrétariat général du ministère du budget,
Mort survenue à Kinshasa le vendredi 21 août 2026 de suite d'une maladie aux cliniques médecins de nuit. Le programme des obsèques se présente comme suit. Mardi 25 août 2026, veille mortuaire dans la salle Marigny centenaire, derrière la cathédrale protestante du centenaire sur boulevard Laurent-Désiré Kabila, ex-24 novembre. Mercredi 28 août 2026, sortie et exposition du corps à l'espace vert de l'hôpital du cinquantenaire. Enterrement à la nécropole de l'éternité Ntsele Bambou. Puis bain de consolation à la salle Marigny centenaire. Ces communiqués tiennent lieu de faire part.